je remercie le docteur Brandy et M. Van Damme aussi de m'avoir invité à venir vous présenter ces travaux anatomiques. Alors ce sont les travaux que je vais vous présenter à travers ce film qui s'appelle Architecture d'intérieur. Ce film est un peu la synthèse. Donc il y a toute une série de films que j'ai réalisés au gré de ces 10-15 dernières années en utilisant un endoscope qui me permet d'aller au contact des éléments intratissulaires. C'est-à-dire, cet endoscope, je le dispose dans la matière vivante. Pendant les interventions, sous garrot, puisque je suis un chirurgien reconstructeur, je reconstruis en général le membre supérieur ou le membre inférieur. Et je m'y suis adonné parce que j'ai essayé de comprendre comment fonctionne le glissement des tendons. C'est quelque chose qui est apparemment simple, mais qui en fait, vous allez le voir, est extrêmement compliqué, fait appel à des fonctionnements un peu surprenants. Le constat est simple, quand vous fléchissez, à l'intérieur de la main, le tendon a une progression d'environ 3 cm. Et ces 3 cm, il n'y a pas de traduction cutanée, c'est-à-dire la peau, elle ne bouge pas, mais dessous, ça bouge. Dessous, ça bouge. Comment ça se fait qu'il puisse y avoir un fonctionnement sous-jacent avec une peau imperturbable et qu'en même temps, le fonctionnement permette au doigt de revenir en arrière, que la vascularisation puisse se faire en arrière. Donc il y a tout un mécanisme qui, académiquement parlant, on l'a tous appris, fait appel à ce qu'on appelle l'espace virtuel, des couches annelées, des couches hiérarchisées, qui glissent les unes sur les autres. Bien. Et quand vous êtes chirurgien et que vous avez un endoscope, vous ne voyez pas du tout ça. Pas du tout. On voit en fait ce qu'on appelle le tissu dit conjonctif, c'est-à-dire un tissu fibrillaire, il y en a partout. Et ce tissu, il participe à ce mouvement de glissement. Comment? Il n'y avait pas d'explication. Donc avec l'endoscope, j'ai essayé de comprendre comment marche ce tissu de glissement, quel est son rôle, puisque en fait il permet le glissement, mais en même temps il absorbe le glissement. Il permet l'apport d'énergie, puisque les vaisseaux sont dedans, mais en même temps il permet la souplesse du vaisseau, mais lui donne aussi sa position de repos. Ce tissu de glissement permet à certains tendons de fonctionner à un moment et puis pas à d'autres, et pas en entraînant le voisin. Donc il y a toute une interdépendance des structures, donc un tissu qui posait beaucoup d'interrogations et que j'ai essayé de résoudre à travers le film que vous allez voir, qui vous, si vous voulez, est un film de synthèse qui vous permet d'aborder le tissu conjonctif, tissu que vous touchez tous les jours en faisant les manipulations. Vous le levez, vous l'écartez, vous le manipulez. Donc ce tissu, vous le travaillez et vous allez voir qu'en faisant ces travaux manuels, vous entraînez des conséquences sous-jacentes qui maintenant sont indubitables. Je pense que vous pouvez maintenant dire que lorsque vous manipulez, comme tous les thérapistes manuels, lorsque vous faites des massages ou lorsque vous faites des tractions cutanées, vous avez une influence directe sur le milieu cellulaire et extracellulaire. Là, vous verrez avec ce film et d'autres films que maintenant c'est indubitable. Quelle est la nature de l'effet thérapeutique qui s'ensuit? Là, c'est autre chose. Ça sera, je pense, le discours suivant dans les années suivantes. Mais pour l'instant, moi, à titre personnel, dans cette restructuration de la matière vivante, je peux dire que vos gestes sont des gestes efficaces sur le plan de la morphodynamique des structures. Vous faites bouger les choses. Puis essayez de penser à votre travail quand vous faites les mouvements de neuromaté. On agit vraiment sous la peau, dans la peau et sous la peau. Avant le muscle. C'est beau? Spécialiste dans la reconstruction des tendons. Et quand il a fait son travail, c'était pour améliorer ses techniques chirurgicales. Donc, il a voulu voir comment ça se passait, comment le tendon coulissait dans la gaine. Et avec les années, il a fait des films, il a pris des images sous endoscope, et puis il a fait sa recherche et tout. D'abord, les gens les plus contents, comme évident, là, ce qu'il nous montre, c'est des choses que les ostéopathes avaient pressenties depuis longtemps, de toute façon. Donc, maintenant, on va voir
une partie de la présentation que j'ai faite au mois de décembre. On a en haut ici une cellule de Merkel et ce qui est important pour nous de bien comprendre, c'est qu'elle est à cheval entre le derme et l'épiderme. Elle se tient là, okay, juste dans cette zone-là. Elle traverse un petit peu dans l'épiderme, mais elle n'est pas loin. D'accord? Vous trouvez le Ruffini, qui n'était pas dans la planche précédente, qui est ici. Voilà. Le Ruffini, une des caractéristiques de cette terminaison nerveuse, c'est qu'elle est traversée par les fibres de collagène. Donc, elle est ancrée dans la matrice. Si la matrice bouge, le Ruffini bouge. D'accord? Donc, c'est important pour nous. Ils vont être sensibles à une pression intense et durable. Ils vont être sensibles à un étirement de la peau. Si moi, je travaille sur la peau, j'étire bien la peau, et que comme résultat, j'ai une inhibition de l'activité sympathique, je suis contente. D'accord? Alors, on va parler un petit peu des forces normales et tangentielles, du cisaillement de la peau, de la force résultante et de l'impact dans S1, c'est le cortex somatosensoriel primaire. D'accord? Le derme bouge et le derme suit. Il y a un cisaillement entre le derme et l'épiderme. Pour nous, ça va devenir important. Les Suisses qui ont fait cette recherche-là et qui ont conclu que pour la première fois, cette étude suggère une possible fonction hématopoïétique ainsi qu'une activité immunomodulatoire des glandes de Luschka ou glandes coccygiennes par la modulation du système nerveux sympathique. C'est important, je pense, pour les thérapeutes manuels, de bien sentir, de bien voir ces images-là, souvent. Il travaillait sur des lignes bien précises, mais lui, il ne s'en rendait pas compte. Qu'on a vu tantôt sur la peau, c'est important de travailler la peau doucement. Très content de voir ce film-là sur la peau parce qu'on voyait que la peau, c'est un organe, c'est une unité qui va relier tout. Et les Chinois, ils ont mis, il y a 4000 ans, ils ont expliqué plein de choses. Mais qui se passe aujourd'hui? Il n'y a pas longtemps que nous, on l'a expliqué scientifiquement. Et les Chinois sont partis de l'embryologie, mais ils ne le savaient pas. Nous, il n'y a pas longtemps, il y a 50, 60 ans ou 70 ans, je ne sais plus, on a étudié l'embryon. C'est le tube neural qui est à l'origine de cerveau, tout ce qui est nerf cerveau, moelle épinière et tous les nerfs. Et c'est le tube neural qui va donner les informations pour toute la différenciation de tous les organes, viscères, os, etc. D'abord, c'est le cœur qui apparaît, etc. Vous allez voir l'embryologie et vous verrez. C'est très intéressant. Moi, dans toutes mes études d'ostéopathie, c'était l'embryologie que j'aimais le mieux parce que ça expliquait tous les feuillets, différenciation des feuillets. Et quand j'ai étudié ça, puis qu'après qu'on m'a expliqué la médecine chinoise, c'était clair et net, c'était comme ça que ça paraissait. Donc moi, je suis parti de là, j'ai expliqué un peu à Raymond, et de là, tout système énergétique est construit sur 3 étages. Tout système énergétique de la nature, partout, est construit sur 3 étages. Tout un circuit, et ils ont appelé ça, c'est une façon, je trouve ça merveilleuse, c'est la voie des eaux. Donc la fabrication des énergies se fait, je vais aller vite, hein, parce que c'est un petit peu de chinois, mais la voie des eaux. La voie des eaux, vous avez vu tantôt, dans tout ce tissu collagène, il y a, comme disait Louise, il y a, c'est pas de l'eau, c'est quelque chose de tendu, c'est tout ça qui est fabriqué à ce niveau-là. Il faut remplir. Les principaux symptômes ici, c'est dans la fabrication des énergies, quand elles sont mal fabriquées, c'est régurgitation, vomissement, hoquet, colique. À quoi ça vous fait penser? Au bébé. L5, S1, c'est là qu'on le fait. D9, D10, c'est là qu'on le fait. C0, C1, c'est là qu'on le fait. Et C7D1, c'est ici qu'on le fait. Vous êtes d'accord? Donc c'est assez merveilleux. On va d'abord éliminer les toxines de l'organe avant de lui donner de la bonne énergie du foyer inférieur où on va fabriquer et renvoyer de l'énergie qui lui convient. Vous êtes d'accord? Coup de fouet transversal, je tourne mon outil vers le bas, en oblique. Je monte en plein milieu de cervical, C3. Coup de fouet transversal. Je pose mon doigt ici, je remonte
au niveau du crâne, sous l'ignon, sous la bosse. Je me cale dessus, je prends ses cheveux entre le pouce et l'index, je pose ma clé sous ignon. Ma main vient au niveau du front, ici. Je tourne, je monte au-dessus, coup de fouet vers le bas. Le principal, c'est bien faire vibrer cette peau au sommet du paravertébral. L'angle interne de l'omoplate ici. Donc, c'est un muscle qui est ici comme ceci. On va passer à travers. Donc, on se met sur l'angle interne de l'omoplate. Ici, je le passe avec ma clé. Je le passe perpendiculairement au tendon, comme ça, comme ceci. Je pourrais faire de ce côté-là, comme ça, mais ça ne marche pas bien. Il vaut mieux partir de bas vers le haut. Donc, comme je ne change pas de côté, je vais changer d'outil. C'est-à-dire qu'ici, je me mets au niveau de l'angle interne de l'omoplate droit. Je mets mon pouce, je tourne, je prends de l'élan. Je vais comme ceci. C'est bon pour tout le monde? 3. Je me recule un petit peu pour finir ces points de côte antérieur de plat de la main. 1, 2, 3. J'arrive ici au rebord costal inférieur, dit diaphragme. Je repars depuis l'appendice xiphoïde pour faire le diaphragme. Je vous répète, soit de haut en bas, soit légèrement vers vous. D'accord? Ça, je suis obligé de remonter, redescendre, et de venir, etc. D'accord? Je lâche tout. Si je n'avais pas fait, bien sûr, il faudrait auxiliaire de ce côté-là. Là, je suis tranquille.